Bonsoir à tous. On vous propose de débuter cette rencontre. Bonjour à tous, merci d'être déjà nombreux. Donc la PMSL est ravie de vous accueillir ce soir pour une nouvelle réunion d'information sur le thème de l'avenant 1 de la CI MSP. Donc je suis Morgane Bailly, directrice de la PMSL, et je partage l'animation ce soir avec Karine Renaud, coprésidente de la PMSL, et avec Valérie Cadorec, notre secrétaire de bureau, qui sera en charge plus particulièrement du fil de discussion. Quelques rappels avant de débuter. Maintenant, c'est un grand classique en visio, mais merci à tous de couper vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Toutes les questions seront donc reprises en intégralité à la suite de la présentation. Et puis, nous vous informons, enfin, c'était précisé dans le mail que vous avez reçu, mais que ce webinaire va être enregistré et sera disponible sur le site de la PMSL dans quelques jours, notamment si vous souhaitez après le repartager en équipe. Voilà, ce sera l'occasion de pouvoir le faire. Comme je l'indiquais, nous attendons une cinquantaine de participants ce soir, des participants pour la plupart adhérents à la PMSL, certains ne le sont pas. Donc je vais laisser Karine nous présenter en quelques mots l'association et puis ensuite on débutera la présentation. Merci Morgane. Donc bonsoir à tous. Donc moi je suis Karine Renaud, je suis coprésidente de l'association. Je suis aussi professionnelle de santé puisque je suis infirmière en pratique avancée à la maison de santé l'ANEC. Je vois mes collègues sur l'écran. Coucou. Donc rapidement, la PMSL, c'est une association qui est à l'initiative de professionnels de santé qui a été créée maintenant il y a 12 ans. Des professionnels de santé qui avaient ressenti le besoin de se regrouper pour mutualiser des outils, pour partager ce qu'ils vivaient ensemble sur la thématique des maisons de santé au départ. Et puis voilà, l'association a grandi et c'est vrai que là maintenant, nous comptons, nous sommes composés d'un conseil d'administration, de professionnels de santé de toute la région et aussi d'une équipe salariée. Et nous accompagnons donc les professionnels de santé dans l'exercice coordonné et notamment les maisons de santé dans la rédaction de leurs projets de santé, mais aussi dans l'accompagnement au long cours de leur vie, voilà, suivant leurs besoins, toujours suivant leurs besoins. Donc c'est pour ça aussi que on est là pour écouter vos questions, faire remonter vraiment vos questions, c'est vraiment très très important. Merci Karine. Donc ce soir, on parle donc avenant 1 à ces maisons de santé. L'objectif pour ce soir est double. Vous présenter succinctement la CI puisque nous avions proposé également de visionner en amont le webinaire qui avait été organisé par une autre fédération régionale, celle des Hauts-de-France. Alors pour ceux qui ne l'auront pas vu, on va reprendre voilà, thématique par thématique le projet de la CI. On va évoquer ces nouveautés nécessairement et puis les questions de revalorisation. Mais l'objectif porte également sur le fait d'échanger, de partager sur nos interrogations et nos réflexions concernant ces évolutions. Que peuvent-elles permettre dans les équipes? Quels pourront être les leviers dans la mise en œuvre? Quels seront éventuellement les freins? Voilà. L'idée étant de pouvoir vraiment échanger ce soir avec vous. Et pour nous apporter des premiers éléments de réponse, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bouvier et Monsieur Busson de la CEPAM qui pourront nous apporter leur éclairage. Donc un grand merci à eux d'être présents ce soir. Nous allons donc débuter. Je vous partage l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Je vois des oui de la tête, donc c'est que ça doit être bon. Donc, nous allons, comme je le disais, parler donc, de l'avenant 1, comprendre les nouveautés, axe par axe, et puis nous allons donc échanger et partager autour de ces éléments. Alors, juste pour débuter, resituer en fait la CI et son avenant. La CI initialement avait été signée donc en 2017 par l'Union de l'assurance maladie et puis les représentants des organisations représentatives donc différentes professions
Et donc, c'était paru au journal officiel le 5 août 2017. Et puis, donc c'était un contrat pour 5 ans. Et donc là, il y a eu la renégociation, donc qui a mis un peu de temps hein, à arriver. Ça a été un travail assez long, fastidieux sûrement, mais là, enfin, ça y est, c'est arrivé. C'est paru au journal officiel au mois d'août 2022. L'important à retenir en fait dans cet avenant, c'est qu'il y a une valorisation globale hein, du financement, comme vous verrez, notamment qui porte principalement sur la coordination, mais aussi donc des nouveautés avec l'arrivée des IPA, des points particuliers donc sur la qualité, les usagers, tout ce qui est nouveau parcours. Mais moi, ce que je retiens surtout en fait de cet avenant, c'est qu'en fait on a toute la souplesse pour encourager les initiatives locales répondant au mieux aux besoins identifiés sur les territoires, mais aussi afin que chaque structure soit libre de choisir les engagements qu'elle prendra. C'est vraiment ce qui est écrit dans le préambule de l'ACI sur le texte officiel. Donc, c'est quelque chose c'est une référence pour nous, hein, de se dire que le législateur a pensé vraiment à ce que le terrain remonte ses besoins et que avec le cadre qui est posé, on puisse mieux travailler. Alors, Et juste excuse-moi Morgane, juste j'ai oublié de vous dire, donc il y avait un délai entre le moment où il y a eu la signature, enfin la parution au journal officiel. Normalement, il y a un délai de 6 mois pour l'application des mesures, mais en fait, on aura une application à partir du 15 juin 2022. Si je peux juste faire un petit commentaire, c'est sauf mesures financières, donc les IPA, on en parlera plus tard, hein, qui est au 15 décembre. Oui, sur certaines parties pour les IPA, effectivement. Merci pour ce complément. Cette précision. Bon, quelques rappels, hein, la plupart d'entre vous connaissent et maîtrisent aujourd'hui la CI. Donc, le contrat basé sur l'atteinte des différents types d'indicateurs, des indicateurs socles et prérequis, sur lesquels la structure doit s'engager et avec une atteinte qui conditionne le déclenchement du calcul de la rémunération, des indicateurs socles où là, les indicateurs socles complémentaires sont pris en compte dans le calcul de l'avance versée, et puis les indicateurs optionnels où là, la structure choisit ou non de s'engager sur ces indicateurs pour déclencher la rémunération, avec des parties fixes et des parties variables. Donc, l'avenant 1, les dispositions spécifiques pour les nouvelles maisons de santé concernant la dérogation. Durant l'année civile de son adhésion au contrat et l'année civile qui suit son adhésion, une nouvelle structure n'est pas obligée d'atteindre effectivement, alors aujourd'hui, les 4 indicateurs socles et prérequis. Aujourd'hui, l'atteinte de 2 de ces 4 indicateurs permet de déclencher la rémunération puisqu'un nouvel indicateur socle prérequis a été mis en place. Avec toujours cette garantie de versement d'une avance d'un montant minimal de 12 000 € et d'une rémunération annuelle minimum de 20 000 €, avec bien sûr ces montants qui sont proratisés en fonction de la date d'adhésion au contrat. Alors, on va rentrer donc plus spécifiquement sur l'axe accès aux soins. On a fait un petit tableau récapitulatif des critères socles prérequis, des critères optionnels, avec à chaque fois le nombre de points et les indicateurs nouveaux ou les indicateurs qui ont été revalorisés. Donc là, pour balayer rapidement, au niveau des critères socles et prérequis, indicateurs horaires et SNP, on reste sur les 800 points. La réponse aux crises sanitaires graves, donc, qui a un nouvel indicateur qui, lui, donc obtient 100 points fixes et 350 points variables. On reviendra par la suite sur les différents critères. Et puis les critères optionnels, donc la nouveauté, donc l'articulation avec le SAS. Un indicateur revalorisé qui est l'offre diversifiée de soins médicaux spécialisés, de pharmaciens et de soins paramédicaux. Un autre indicateur revalorisé pour l'offre de consultation de second recours. L'accueil des médecins dans le cadre d'un CTSM, où là on reste sur ce qui était initialement prévu dans l'ACI, les missions de santé publique qui ont été revalorisées, ainsi que la mise en place des outils mesurant la satisfaction et l'implication des usagers, on le verra
y a eu une évolution du nom de cet indicateur qui lui aussi a été revalorisé. Alors, concernant l'horaire d'ouverture et les sorties donc programmées, au socle prérequis, comme on le disait, celui-ci n'a pas évolué. On est toujours sur l'amplitude horaire, donc de 8h à 20h en semaine et de 8h à midi le samedi matin, et l'organisation des soins non programmés. Donc là, on reste sur le fonctionnement habituel. On a essayé de vous lister aussi au fur et à mesure les différents outillages que la PMSL peut vous apporter. Pour rappel, parce que certains d'entre vous sont adhérents maintenant depuis pas mal d'années. Donc voilà, c'est pour rappeler aussi et à nos nouveaux adhérents, voilà, ce que vous pouvez retrouver dans notre boîte à outils, dans les différents accompagnements qu'on peut vous proposer. Et notamment, on a fait un petit peu le focus ce soir sur là où la PMSL va pouvoir vous accompagner, notamment sur les nouveaux indicateurs ou les indicateurs qui auraient été revalorisés. Là, en l'occurrence, sur ce thème-là, vous avez effectivement une charte d'engagement type qui est disponible dans la boîte à outils. Je sais que la plupart d'entre vous s'en étaient saisis pour pouvoir l'afficher. N'hésitez pas à poser vos questions aussi au fur et à mesure. Nouvel indicateur, la réponse aux crises sanitaires graves. Donc là, on est bien sur un socle et prérequis. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est donc la rédaction d'un plan de préparation, qui peut être par exemple un protocole organisationnel qui effectivement doit s'articuler le cas échéant avec la mission crise sanitaire de la CPTS du territoire, si vous en avez, s'il y a une CPTS existante sur le territoire. Et la mise en œuvre d'actions, c'est-à-dire que dès la survenue d'une crise sanitaire grave, sera valorisée toutes les actions qui peuvent répondre justement aux besoins des patients, avec des actions de prévention, des actions pour faciliter la prise en charge des patients dits fragiles, avec une rémunération à 100 points fixes, quelle que soit la situation sanitaire pour la rédaction du plan de préparation, et puis les 350 points variables en cas de survenue d'une crise sanitaire grave caractérisée par l'ARS. Aujourd'hui, la PMSL réfléchit notamment à un plan d'action type qui est en cours de construction, en sachant qu'on a bien conscience, probablement, et M. Bouvier et M. Busson, je pense, pourront le repréciser, mais qu'un plan d'action type sera peut-être mis à disposition des équipes. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce plan d'action sera disponible. Du coup, en attendant, on va proposer aux équipes de pouvoir utiliser un modèle va vous mettre à disposition assez rapidement, que vous puissiez vous en saisir. Et puis, il avait été travaillé des kits prévention, notamment durant la première crise Covid, qui sont toujours qui sont toujours à disposition pour vous dans la boîte à outils, si toutefois vous souhaitez les utiliser. Autre indicateur nouveau, les soins non programmés en lien avec le dispositif service d'accès aux soins. Là, on est à la différence sur un indicateur optionnel. L'objectif étant que la structure s'organise pour que l'ensemble des médecins, ou au moins 50%, participent au dispositif du SAS, ou à ce que la prise en charge de toutes les sollicitations du régulateur soit prise au niveau du SAS. Avec 200 points fixes si l'ensemble des médecins de la maison de santé s'engagent dans le dispositif SAS ou si la maison de santé prend en charge toutes les sollicitations du régulateur, ou 100 points fixes si 50% des médecins donc de la maison de santé s'engagent dans le dispositif. Pour vous préciser, nous organisons début 2023 une réunion d'information sur le SAS, justement. Et puis, c'est l'intérêt aussi de pouvoir se réunir aujourd'hui. Il y a peut-être des outils à construire sur ce sujet. Et donc, n'hésitez pas à nous interpeller aussi à la PMSL si toutefois vous souhaitez qu'on puisse réfléchir tous ensemble à des outils ou à des éléments qui pourraient vous être utiles dans le cadre de cet indicateur. Un indicateur revalorisé qui est donc l'offre diversifiée en optionnel, avec la possibilité d'offrir une diversité de services de soins médicaux spécialisés ou de formation de soins paramédicaux assurés par les professionnels associés, avec donc là une revalorisation, puisque précédemment on était sur 250 points fixes, là on est passé donc à 300 points fixes pour le premier niveau ou le deuxième niveau, et en sachant que, pour rappel, le premier et le deuxième niveau peuvent se cumuler.
Au niveau des documents, vous avez effectivement dans la boîte à outils la liste des professionnels de santé du second recours extérieur au groupement qui peut être utilisé pour pouvoir les utiliser. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, de couper vos micros. On va être un petit peu embêtant avec ça ce soir, mais sinon, on entend quand même pas mal de bruit parasite. Donc, merci à tous de couper vos micros. Autre indicateur, revaloriser la consultation spécialisée de second recours avec l'organisation des consultations de second recours par les professionnels extérieurs à la structure. Donc là aussi, on a une revalorisation puisqu'on était précédemment à 250 points, on passe à 300 points fixes avec, pour rappel, un premier et un second niveau. Là aussi, c'est 2 niveaux qui peuvent se cumuler. Donc voilà, là, on est vraiment sur une revalorisation d'un indicateur que vous connaissez. Dans notre boîte à outils, vous avez des exemples, notamment dans le cadre d'un Inspire Café qui avait été réalisé sur les consultations avancées au pôle santé du sud-ouest mayennais. Et puis, vous avez des modèles de conventions aussi qui sont à disposition, notamment dans le cadre de ces consultations de second recours. Et puis l'accueil de médecins intervenant dans la structure dans le cadre d'un contrat de solidarité territoriale médecin, indicateur optionnel. Donc là, pas d'évolution concernant cet indicateur. On est toujours sur 200 points fixes qui se cumulent avec l'indicateur sur l'organisation de consultation du second recours. Là aussi, vous avez dans la boîte à outils des éléments qui peuvent vous accompagner sur cet indicateur. Alors, les missions de santé publique, on est sur un indicateur qui a donc été revalorisé, toujours un indicateur optionnel. L'objectif, c'est de réaliser au moins 2 missions de santé publique, si vous souhaitez donc prendre cet indicateur, avec parmi les thèmes listés en annexe 2 de la CI que vous connaissez. Donc c'est la couverture vaccinale, l'obésité chez l'enfant, les conduites addictives, le suicide, etc. Donc voilà, des thèmes à retrouver dans la CI, ou la possibilité de choisir des thèmes au-delà de cette liste dès lors qu'ils s'inscrivent en cohérence avec les objectifs du PRS. Voilà. Mais bien sûr, ça, c'est à faire valider par les instances avant de développer le projet. Donc, on est sur 350 points variables par mission réalisée, dans la limite de 2 missions rémunérées, et il y a la possibilité aussi d'avoir 200 points fixes dès lors que la structure intègre parmi ses professionnels de santé un IPA. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui est intégré dans le cadre. Qu'il soit libéral ou salarié. Et qu'il soit libéral ou salarié. Ceci dit, ça fait partie aussi des questions, je pense, qui viendront à la suite de nos échanges, notamment sur le fait de savoir est-ce qu'un IPA doit être présent dans le cadre de cette action, ou est-ce que le simple fait d'être dans la structure vaut. Voilà, c'est des éléments dont je pense dont on pourra reparler tout à l'heure. Au niveau de l'outillage APMSL, c'est vrai que c'est une thématique qu'on a développée quand même depuis de nombreuses années avec un outillage assez complet, notamment en termes d'accompagnement, puisqu'on a certains d'entre vous ont déjà bénéficié des ateliers d'écriture sur le projet de prévention. Le prochain aura lieu en novembre et puis un autre se déroulera en 2023. Des réunions d'information sur des thèmes spécifiques. On a eu le dépistage des cancers, notamment chez le cancer colorectal il y a quelques semaines. Dépistage du cancer chez la personne âgée prochainement. On va avoir des sujets aussi sur le DP, sur la santé environnementale. Voilà, mission, en tout cas thématique où on le sait, les équipes sont de plus en plus intéressées pour aller vers ce sujet-là. Des cycles d'information. L'année dernière, on était sur la thématique de la santé de la femme et cette année, et pour 2023, on abordera la question de la santé mentale avec le sujet de la thématique santé mentale chez les soignants en 2023. DMSP en pratique, donc vous savez, notre format un petit peu plus pratico-pratique sur santé environnement, sur le fait de pouvoir répondre à un appel à projet, en sachant que les réunions d'information peuvent donner lieu aussi à des MSP en pratique en fonction des besoins des participants. C'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus, en fonction des réunions d'information et des éléments que vous allez pouvoir nous apporter à cette occasion-là, de pouvoir développer les MSP en pratique en fonction pour qu'elles puissent répondre vraiment à vos interrogations.
Par ailleurs, j'en profite pour le dire, une réunion d'information dédiée à la fonction d'IPA aura lieu donc le 8 novembre, bien entendu en présence de Karine Renaud. Et puis, vous avez aussi un Inspire Café sur ce sujet-là. Et puis, plein d'outils dans la boîte à outils, élaborer son projet de prévention, des fiches projets, comment élaborer son budget prévisionnel dans le cadre d'une action de prévention. Il y a plus d'une vingtaine d'outils sur cette thématique, donc n'hésitez pas à aller consulter régulièrement la boîte à outils. L'implication des usagers, donc un indicateur qui a été donc renommé et revalorisé, puisqu'on était avant sur satisfaction du patient. Là, on est désormais sur une notion qui est plus globale sur l'implication des usagers, ce qui, à notre sens, va effectivement dans le bon sens, pour le coup, avec une revalorisation de l'indicateur, comme on le disait, puisqu'on était précédemment à 100 points fixes avec un seul niveau. Et là, on passe donc à 2 niveaux, avec 200 points fixes pour le niveau 1, 300 points variables pour le niveau 2, avec les points qui peuvent se cumuler entre eux. Le premier niveau est donc de mettre en place des outils ou des actions qui visent à consulter, informer et sensibiliser les usagers sur les services notamment offerts par la maison de santé, avec toujours la possibilité par exemple d'avoir un questionnaire de satisfaction, un sondage, des boîtes à idées, des flyers, etc. La mise à disposition d'un site internet où on informe les usagers. Et puis donc ce deuxième niveau qui arrive, qui là visera à mettre en place des outils ou des actions qui favoriseront davantage la co-construction, le partenariat, voire la codécision entre la structure et les usagers. Donc, on voit bien voilà, deux niveaux assez distincts, mais pour autant que les équipes, d'ailleurs adhérentes à la PMSL, nous demandent de plus en plus, en tout cas, nous demandent de plus en plus de les accompagner vers ça. Donc là, à titre d'exemple, ça peut être effectivement de désigner des référents usagers dans des groupes de travail ou dans les ateliers d'ETP, dans la co-construction d'actions de prévention. Ça peut être aussi la présence d'un médiateur. Enfin, voilà, on voit que ça peut être très varié. Pour vous accompagner sur ce sujet-là, on a déjà organisé pas mal de réunions d'information. En 2019, notre journée régionale avait porté spécifiquement sur ce thème. Et puis, nous avons 2 MSP en pratique là, qui vont se mettre en place très prochainement. Une première sur l'implication des usagers. Enfin, les deux porteront sur l'implication des usagers, mais donc sur 2 niveaux. La première sera plus sur comment est-ce qu'on informe, comment est-ce qu'on consulte, comment est-ce qu'on favorise la consultation auprès des usagers. Et puis la deuxième, on sera plus sur la phase plutôt concertation-implication. Voilà, pour essayer de répondre déjà aussi à ces 2 niveaux dans le cadre de l'ACI pour essayer de vous accompagner au mieux sur le déploiement de cet indicateur, donc revalorisé avec ces 2 niveaux. Et puis, on réfléchit aussi au déploiement d'une formation avec nos partenaires que sont France Asso Santé, l'Institut Renaudot, pour pouvoir aussi accompagner les équipes à développer des actions autour de cette implication des usagers. Et puis, toujours dans la boîte à outils, des éléments, notamment le questionnaire type, des vidéos aussi sur le sujet, avec une page dédiée spécifique sur le site de la PMSL. Oui. Alors, du coup, on vous propose voilà, un petit temps de questions autour de ce premier axe, en sachant que, voilà, comme on le disait, on reprendra l'intégralité des questions à la fin. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, on peut peut-être voilà, faire un premier petit temps. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions, peut-être Valérie déjà Valérie a peut-être pu synthétiser certaines de vos questions. Il y a eu essentiellement deux remarques questions. Une première qui était par rapport aux crises sanitaires graves. Quelqu'un qui se demandait si ce n'était pas le rôle des ARS. Et à cela, M. Busson a dit que, en tout cas, par rapport à l'idée d'avoir une trame, il y aura une trame type nationale qui est soumise apparemment à concertation, qui est en train d'être élaborée. Enfin, c'est en attente de ça, peut-être. Vous avez peut-être plus d'informations par rapport à ça. Je vais peut-être déjà rebondir sur est-ce que c'est le rôle des MSP, au fond, de bâtir un plan de réponse aux crises sanitaires graves. Et puis, peut-être qu'Olivier, qui a sans doute plus d'informations que moi, complétera sur la question, effectivement, de la trame. Je dirais que la réponse, l'organisation de la réponse aux crises sanitaires graves n'est ni le rôle de l'ARS, ni le rôle des MSP, ni le rôle des CPTS, ni le rôle du ministère, ni le rôle de l'assurance maladie, c'est le rôle de tout le monde. On l'a vu pendant la crise Covid. Chacun a une part à jouer dans la réponse à cet événement exceptionnel qui perturbe l'ensemble du système de santé et, au-delà du système de santé, l'ensemble de notre économie.
Et donc, ce qui a été imaginé par l'assurance maladie, bien évidemment en lien avec le ministère et en lien avec les signataires de l'ACI, c'est de permettre de valoriser le travail d'organisation de la réponse à une crise sanitaire, quelle qu'elle soit, de la part d'une MSP, tout comme le font les ARS. D'ailleurs, elles ont chacune un plan de réponse à toutes les crises sanitaires, comme le font les établissements de santé, et comme le feront aussi dans quelques temps les CPTS, puisque dans le cadre de la signature de l'avenant 2 à l'ACI CPTS, on va permettre aussi aux CPTS de bâtir à leur échelle, puisque ce n'est pas la même échelle qu'une MSP, leur plan de réponse à une crise sanitaire. Olivier, si tu veux compléter sur la partie, on va dire plutôt outillage sur cette mission. J'ai un peu répondu en fil de discussion hein, sur ce que du coup, c'était pas la question par rapport aux acteurs et à l'ARS, c'était la question que posait Morgane sur la trame type nationale. Alors c'est vrai que j'ai pas la réponse sur le délai, mais par contre c'est certain, enfin en tout cas ça a été annoncé comme ça, c'est aussi dans le texte d'ailleurs, qu'on aura une trame nationale et de ce qu'on en sait, c'est soumis, ça a été soumis par la CNAM et le ministère aux différents signataires de l'ACI. Et c'est ça qui nous servira de trame type et qu'on adressera évidemment aux structures dès qu'on a connaissance, avec aussi un délai suffisant et souple pour préparer ce plan, quoi, qui nous est annoncé comme pas chronophage. Donc j'espère que ce sera la réalité, mais je n'en doute pas. Et donc, si je continue sur donc le deuxième thème qui a été abordé dans le fil de la discussion, c'était par rapport au dispositif SAS, où quelqu'un faisait remarquer qu'il était difficile de faire entrer plus de 50% des médecins dans un dispositif SAS, parce que 2 heures par semaine, c'était énorme, c'était important. Voilà, donc après, il y a eu des précisions de M. Busson, mais je vais peut-être vous laisser les dire en direct plutôt que de relire. Oui, c'est pas facile à. Alors, le SAS, déjà, c'est un vaste sujet. Et donc, j'ai entendu qu'il y aurait une réunion spécifique l'année prochaine. Mais déjà, sur la question des 2 heures, hein, c'est pas facile à expliquer. Hein. C'est-à-dire que le principe, c'est pas c'est surtout pas de bloquer des créneaux. Déjà, vous les avez pas. Hein. C'est ce qui est écrit aussi dans la personne qui interagit avec moi, là. Et c'est une perte de temps, c'est pas efficace de toute manière de bloquer des créneaux. L'idée, en fait, c'est d'avoir dans son agenda un engagement d'avoir des patients qui peuvent être autres que ceux qu'on a habituellement, mais qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que si jamais vous recevez que votre patientèle habituelle, vous ne participez pas au SAS. Et vous le dites comme ça. Par contre, vous pouvez avoir un engagement d'avoir, et c'est généralement le cas hein, dans les MSP, hein, vous accueillez aussi des personnes autres. Et après, donc, dans vos agendas, si jamais il y a une place dans la semaine, le SAS peut les compléter, quoi. Notamment si vous avez des désistements. L'engagement, il est vraiment sur le fait d'avoir des possibilités hors patientèle, hein, en moyenne dans l'année. C'est pas un engagement qui est très, très, très précis sur, même si c'est écrit 2 heures, la référence, qui est très précis dans la réalisation. Sachant qu'on est aussi, le SAS, on voit que on est encore en construction. Parce qu'il y a toute la réflexion qui est liée sur le paiement, qui était l'avenant 9 et qui a évolué avec les mesures Brown cet été. Donc on sait que c'est pas complètement fini non plus, la rémunération de ça. C'est un peu compliqué de se projeter complètement sur cet indicateur-là, parce qu'il n'est pas complètement actif. Les SAS ne sont pas encore complètement construits et actifs. Malgré tout, voilà, les équipes participent aux soins non programmés déjà depuis plusieurs années. Ouais. Et surtout dans les structures, c'est déjà une mission, c'est pas nouveau pour vous, quoi. C'est un peu plus. Puis déjà, c'est pas nouveau pour les autres non plus, mais c'est encore moins pour les structures coordonnées. C'est vrai, pour être précis, il y a 2 SAS qui sont reconnus officiellement, Loire-Atlantique et Sarthe. Et c'est vrai que donc en journée, quand il y a des appels, la question c'est comment, et c'est ce qui est demandé au MSP et au CPTS, c'est quelle réponse on apporte à ces demandes du SAS. C'est-à-dire de patients qui n'ont pas de médecin traitant, ou dont le médecin traitant n'est pas disponible, en vacances, ou pas disponible tout court. C'est comment on s'organise pour pouvoir apporter des réponses. Dans les 48 heures, quand il y a un besoin de soins non programmés, alors pour l'instant, c'est du soin médical. Et toute la Sachant question qu'on veut est. préciser, Olivier, qu'il s'agit d'une Oui. demande régulée.
Oui, oui. Oui, c'est une demande régulée, donc qui n'est pas forcément énorme en C'est pas du quantité. tout venant. Ouais. Ouais, et c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'elle soit régulée et qu'elle aille pas, qu'elle aille pas directement aux urgences, ça aussi. Mm. Et puis c'est pareil, la réponse, elle est libre. C'est-à-dire que l'organisation, c'est vrai que parfois j'ai vu par endroits on bloque des créneaux, mais côté assurance maladie, nous, c'est pas ce qu'on préconise. Enfin, on trouve pas que c'est quelque chose d'efficient. Après, bon, il c'est faudra vrai moyen que de les la remplir, grande mais ça, c'est à vous de difficulté voir. pour le moment, c'est de savoir comment ça va s'organiser parce que c'est encore très flou. Là, pour autant, il y a déjà des équipes qui accueillent des patients qui ne sont pas référencés dans leur patientèle, orientés parfois par les urgences. Ils disent si, allez à la maison de santé, ils vont vous recevoir, ça c'est du vécu. Mais effectivement, ça passe pas c'est pas tracé dans la régulation. Donc pour le moment, ça. Et tout l'enjeu justement, c'est d'apporter une réponse structurée, c'est-à-dire que faut que le SaaS vous connaisse et qu'il sache s'il passe par quelqu'un si c'est coordonné pour la structure ou si les médecins au sein de la MSP gèrent individuellement ces aspects-là, parce que c'est ce qu'on voit à travers les 2 niveaux de l'avenant. Sachant que je pense que c'est un constat largement partagé par les professionnels, puisque ça ressortait très explicitement dans les conclusions de la mission Braun, c'est le défaut justement d'organisation dans notre pays de la réponse aux soins non programmés. Et il y avait quand même une demande très très forte des professionnels que M. Braun avait interviewé, y compris des professionnels de la région, puisqu'il s'était déplacé, Olivier, il me semble, en Vendée, ou en Mayenne, je ne sais plus. Et ça ressortait très fortement. C'est le besoin, effectivement, de pouvoir organiser cette réponse aux soins non programmés. Après, effectivement, on ne peut pas, du jour au lendemain, passer d'un système qui est assez mal organisé à un système parfaitement organisé dans tous les départements. Et vous l'avez souligné, Madame Renaud, il y a un déploiement progressif, département par département, y compris dans la région. Vous l'avez rappelé, on n'a pas un SaaS opérationnel aujourd'hui dans tous les départements. Et je reviendrai, ça me permet de faire un commentaire de portée générale sur cet avenant numéro 1. Vous avez cité le préambule de cet avenant en introduction. Et si je le traduis avec mes mots, cet avenant, c'est un peu une boîte à outils. Ce n'est pas un exercice imposé, tout ce qui vous a été présenté par Morgane Bailly. Vous venez piocher là-dedans des thèmes, des missions, des activités qui vous intéressent, qui renvoient à des enjeux pour vous et pour la patientèle dont vous avez la charge, et qui, bien évidemment, sont des thèmes, des missions, des activités où vous êtes en capacité de faire quelque chose. Avec un besoin identifié. Exactement. Si vous êtes dans un département où aujourd'hui le SaaS n'est pas encore constitué, c'est vrai qu'on ne va pas vous encourager, Olivier, moi, nos collègues de la CEPAM, à vous précipiter tout de suite sur cette mission, sachant que ça va venir. J'ai plus en tête, Olivier, le déploiement du SaaS dans tous les départements, mais je pense qu'à horizon de la fin du premier semestre 2023, tous les départements auront SaaS opérationnel normalement. En principe. En principe, ça nous laisse le temps de nous acculturer à cette question. Ouais. Et c'est ça qui est demandé, c'est la même demande qui est faite au CPTS, c'est de soit quand il existe, d'apporter une réponse, et quand il n'existe pas, de commencer à y réfléchir, parce que maintenant ça fonctionne comme ça. Enfin, c'est ce qui est prévu. Après, entre les CPTS et les maisons de santé, ça sera les mêmes professionnels, puisque les structures s'imbriquent les unes les autres. Donc de toute façon, les effecteurs, c'est aussi les maisons de santé. Oui, c'est intriqué, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est intriqué, avec quand même souvent une échelle un petit peu différente. C'est-à-dire que souvent, la CPTS trouve un territoire un peu plus grand que la MSP, et je pense qu'on peut trouver des complémentarités d'ailleurs entre une échelle MSP et une échelle CPTS sur des missions similaires, que ce soit la réponse aux crises sanitaires ou la réponse aux soins non programmés. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y a un nouveau... on va en prendre la dernière là, qui vient d'arriver, puis les autres, si elles arrivent, on les reprendra à la fin. Plus tard. C'était une demande pour l'implication des usagers. Est-ce que cela peut inclure les patients experts? Oui, à mon sens, oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense aussi. Tout à fait. C'est même, je pense, recommandé, parce que là, vous avez des personnes qui ont une très bonne connaissance du système de santé, une très bonne connaissance de leur pathologie. Et je pense que pour vous, c'est des ressources utiles
pour construire le service que vous rendez à la population, aux patients dont vous avez la charge. D'accord, voilà. Merci pour ces premières précisions. Et puis, comme le disait Valérie, voilà, on reprendra les questions si toutefois elles continuent d'arriver sur ce premier axe qui a été évoqué. Deuxième axe, le travail en équipe et la coordination. Donc, sur le même principe, voilà, le petit tableau récapitulatif avec les indicateurs revalorisés et les nouveautés. Donc, on le balaye rapidement et puis ensuite, on rentre un petit peu dans le détail de chaque indicateur. Sur le critère socle et prérequis, la fonction de coordination est un indicateur revalorisé. Ensuite, sur les critères socles, on est sur les protocoles pluriprofessionnels avec un indicateur revalorisé, de même que pour les réunions de concertation pluriprofessionnelles. Quant aux critères optionnels, la formation des jeunes professionnels, on est sur de la revalorisation. Indicateur laissé à l'identique sur la mise en place de la procédure de coordination externe. Une nouveauté, la démarche qualité. Les protocoles nationaux de coopération qui sont donc de soins non programmés, où là on est également sur une nouveauté, ainsi que sur les deux derniers, parcours d'insuffisance cardiaque et la coordination d'un parcours surpoids ou obésité de l'enfant. Donc, de la même question, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion. On prendra un temps à la fin de cet axe travail en équipe et coordination pour prendre quelques questions. La fonction de coordination, donc là, on est vraiment sur un indicateur qui a été revalorisé, indicateur socle et prérequis. Pour rappel, la fonction de coordination assurée soit par des personnes qui exercent soit au sein de la structure, y compris des professionnels de santé qui sont en exercice, qui ont un temps bien identifié et dédié à cette fonction, soit par du personnel recruté spécifiquement pour assurer cette fonction. D'ailleurs, on voit bien en région qu'on a une évolution de profil des coordinateurs au sein des maisons de santé, avec des missions diverses et variées qui tournent autour de l'animation de la coordination interpro, la coordination des parcours et des dossiers patients, le suivi et l'utilisation du système d'information, les relations avec les institutions, les collectivités, voilà, des missions qui peuvent parfois être large. Là, bon, on est sur aujourd'hui donc cet avenant avec 1000 points fixes, 1700 points variables par tranche de 4000 patients jusqu'à 8000 et puis ensuite 1100 points variables par tranche toujours de 4000 patients au-delà de 8000 patients. Où là, on était avant à 700 points fixes et puis avec 1350 points variables jusqu'à 8000 patients et 1000 points variable au-delà des 8000 patients. Donc, on voit quand même une certaine revalorisation. Là aussi, autour de cet indicateur, la PMSL travaille depuis très longtemps maintenant. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'éléments pour pouvoir vous accompagner aujourd'hui. Et je pense notamment aux nouvelles équipes qui sont à la recherche d'éléments et d'informations sur cette fonction de coordination, mais on accompagne aussi, bien entendu, les coordinateurs qui sont en poste depuis longtemps, notamment par le fait de dispenser donc, des MS en pratique sur la gestion de la structure, sur la dynamique d'équipe, sur l'animation de réunions, le système d'information partagé, notamment en partenariat avec le GSI Santé GRADE, sur les réunions de concertation pluriprofessionnelle, la communication en maison de santé, puisque pour rappel, on a aujourd'hui un responsable communication au sein de l'association qui peut vous accompagner aussi sur ces questions de communication au sein de vos maisons de santé, aussi bien à l'interne que vers l'externe pour pouvoir communiquer auprès de vos partenaires et notamment des institutionnels. On a le réseau des coordinateurs avec les journées à destination des coordinateurs 2 fois par an, et puis des groupes locaux aussi qui sont proposés à l'ensemble des coordinateurs par département pour pouvoir vraiment échanger entre coordinateurs sur des sujets d'actualité, sur vos organisations. On participe également, la PMSL participe à la Commission nationale des coordinateurs. Et puis, la PMSL aujourd'hui, par le HESP et le financement de l'ARS, anime la formation PACT, donc à destination des coordinateurs des maisons de santé. Apparemment, le diaporama n'avance plus. C'est bloqué page 18. Alors, bloqué page 18. Alors que nous, on est page 20. Ben oui, non. Alors. Est-ce que pour la personne qui... Il y a 2 personnes qui disent ça. D'accord.
Page 20 pour moi, je suis à la page 20, ça a l'air de me D'accord. Ça refonctionne. N'hésitez pas à nous dire effectivement si... Des fois, vous déconnectez, vous reconnectez, ça peut permettre de remettre à jour. Très bien. Oui, et donc sur cette fonction de coordination, comme je le disais, dans notre boîte à outils, vous avez beaucoup de modèles, de documents sur des fiches de poste, sur la checklist, des réflexions autour de la coordination. Vous avez aussi une vidéo qui a été réalisée sur le rôle du coordinateur, que je vous invite à regarder si toutefois vous ne l'avez pas déjà fait. Ça peut permettre aussi dans des équipes nouvelles de pouvoir accompagner l'équipe sur quels sont les rôles, les missions d'un coordinateur au sein d'une équipe. Vous avez des Inspire Café aussi qui font des portraits de coordinateurs. Voilà. C'est vrai que sur cette thématique-là, on a aujourd'hui plus d'une 50aine d'outils à disposition dans la boîte à outils, donc n'hésitez pas à vous en servir, ils sont vraiment à disposition. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous faire remonter si toutefois il y a des éléments que vous voudriez voir apparaître dans la boîte à outils, quelles que soient les thématiques confondues, pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette boîte à outils et qu'elle réponde toujours à vos besoins. Ça a l'air d'être encore bloqué à la page 18 et le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Très très bon. Est-ce que quelqu'un peut couper la... Peut-être que... Alors, il y en a pour qui ça fonctionne bien, c'est rassurant. Bon, couper les vidéos. C'est ça, peut-être les non-intervenants. Oui, des fois, il y a des problèmes de débit. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, coupez votre caméra. Ça peut permettre de redonner du débit. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est pas dépendant de notre, de notre volonté. Tout va bien chez un grand nombre, donc c'est plutôt un problème de connexion. Peut-être se déconnecter. N'hésitez pas, hein, si vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, on vous fait rentrer tout de suite. On a la main sur les connexions, donc n'hésitez pas. Protocole pluriprofessionnel. Donc là, on est sur un indicateur socle et prérequis, indicateur donc revalorisé dans le cadre de l'avenant. Pour rappel, donc, les protocoles pluriprofessionnels sont élaborés par la structure en référence aux recommandations de la HAS pour la prise en charge et le suivi des patients concernés par des pathologies visées dans le sport, insuffisance cardiaque, BPCO, asthme, etc. Les protocoles doivent donc porter en priorité sur les pathologies listées à l'annexe 3 de la CI, que vous retrouvez donc dans le document, avec une possibilité de valorisation d'autres thèmes, comme sur la mission de santé publique que ceux mentionnés dans la liste, mais après un examen du service médical de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on est donc sur 8 protocoles rémunérés au maximum à 100 points fixes par protocole. Et la nouveauté, c'est qu'on a 40 points fixes par protocole dès lors que la structure intègre parmi ses professionnels de santé un IPA. Donc là, même question qui sera certainement à échanger en fin d'intervention sur qu'entend-on par la structure intègre parmi ses professionnels de santé un IPA. Je pense que ça restera à bien repréciser et à redéfinir pour que les choses soient relativement plus claires. Sur la question de ce que peut vous apporter la PMSL sur le sujet, là aussi, on a notamment une réunion d'information le 25 octobre prochain. Alors, j'y reviendrai parce que ça concerne aussi un autre indicateur nouveau sur les protocoles HAS, donc les protocoles de coopération. Donc, on va vous proposer, dans le cadre de cette réunion d'information, une explication plus précise sur la distinction entre les différents protocoles, notamment protocoles nationaux, les protocoles locaux, puisque on a des retours de votre part adhérents sur la nécessité d'avoir une meilleure lisibilité sur les différents types de protocoles existants aujourd'hui et quels sont leurs fonctionnements, quels sont les attendus. Et donc on va vous proposer vraiment spécifiquement une réunion d'information sur ce sujet-là. Une MSP en pratique en 2023 sur les protocoles, et puis toujours notre atelier d'écriture élaboré sous protocole pluriprofessionnel qui démarrera en 2023. Dans la boîte à outils, pas mal d'outils également, puisque c'est quand même une des thématiques qui a été travaillée depuis le début de l'association, avec des momos, des fiches pratiques, des modèles de documents. Là aussi, au total, plus d'une 50aine d'outils sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les consulter, les utiliser, récupérer et les utiliser au sein de vos structures. Autre indicateur revalorisé, les concertations pluriprofessionnelles. Donc là, on est sur du socle.
Pour rappel, donc réaliser au moins 6 réunions par an entre professionnels de la structure autour de cas de patients afin de définir la stratégie de prise en charge du patient et à coordonner la mise en œuvre. Aujourd'hui, donc on est sur 1000 points variables par tranche de 4 000 €. De 4 000 patients, pardon. Je ne sais pas ce qu'il faut y voir en termes de lapsus. Donc 1000 points par tranche de 4 000 patients et 200 points variables dès lors que la structure intègre parmi ses professionnels de santé un IPA, avec une rémunération proratisée au regard du taux d'atteinte, notamment de 5% de patients médecins traitants en ALD âgés de plus de 75 ans. Là aussi, certains en ont déjà bénéficié, des réunions d'information et des MSP en pratique sur ce sujet, et puis des documents types aussi dans la boîte à outils. La formation des jeunes professionnels de santé, et je pense que là, c'est vraiment un des axes aussi qu'on souhaite travailler au sein de la PMSL, puisque on a bien conscience de l'intérêt d'aller au plus tôt des études des jeunes professionnels de santé pour leur parler exercice coordonné et leur donner aussi envie d'aller vers ce... Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité, même par les facultés ou par des instituts de formation, des écoles, pour aller faire des interventions sur qu'est-ce que l'exercice coordonné. C'est des choses aussi qu'on travaille en collaboration avec les autres associations qui s'occupent d'exercices coordonnés, comme l'inter-ERPS ou l'association ESP CLAP. Voilà, c'est des choses pour lesquelles on est de plus en plus sollicité. Avec vraiment l'objectif aussi de se dire que plus on intervient en amont, plus on aura effectivement des maisons de santé qui pourront aussi accueillir des jeunes professionnels au sein de ces structures. Donc là, on est sur une revalorisation puisque jusqu'à maintenant, 2 stages pouvaient être valorisés. Aujourd'hui, il y a 225 points fixes par stage pour le 3e et le 4e stage qui peuvent être valorisés au sein de la structure. Donc, c'est vrai qu'on est engagé aussi au niveau de travaux en région, donc même au niveau des universités pour favoriser l'accueil des jeunes en formation. Et puis, on organisera une réunion d'information spécifique sur ce sujet de l'accueil des stagiaires au sein de sa maison de santé début 2023. Coordination externe, optionnelle, je vais assez rapidement. Indicateur qui n'a pas aujourd'hui bougé, donc 200 points variables pour une patientèle de référence à 4000 patients. Voilà. Donc là, je ne m'attarde pas sur cet indicateur que tout le monde connaît. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Indicateur sur lequel on va passer un petit peu plus de temps, démarche qualité, qui est donc un nouvel indicateur. Optionnel, je le précise, puisque, comme le disait M. Bouvier, effectivement, c'est une invitation pour les structures à pouvoir y entrer, mais voilà, notamment sur cet indicateur, il n'y a pas d'obligation. La démarche d'auto-évaluation vise à instaurer ou renforcer une dynamique d'amélioration continue du service rendu aux patients. Elle doit être partagée par l'ensemble de l'équipe, ce qui semble relativement logique. Il faut que l'ensemble de l'équipe puisse s'impliquer dans cette démarche pour qu'elle soit intéressante aussi bien pour l'équipe que pour les patients. Elle se décline, cet indicateur se décline donc sur 3 niveaux. Le premier niveau, donc niveau 1, le diagnostic de maturité, où là, l'objectif est de désigner un référent qualité en charge d'animer et de suivre cette démarche auprès de l'équipe et d'identifier une action d'amélioration en fonction de la situation de la structure parmi des thèmes et de déterminer un objectif d'amélioration. Niveau 1. Le niveau 2, planification et mise en œuvre de la démarche d'amélioration de la qualité, où là, on définit plusieurs points améliorés et on met en place un plan d'action pour réaliser la mise en œuvre de cette démarche-là, et ensuite de déployer le plan d'action. Et le niveau 3, qui est la production de résultats et les conclusions qui vont avec le fait de fournir des données qualitatives et quantitatives en forme de bilan qui vont permettre une analyse critique des actions qui vont être mises en place et puis d'établir si l'objectif est atteint ou non et si un nouveau plan d'action doit être mis en place avec 100 points fixes pour le niveau 1, 200 points variables pour le niveau 2 et 300 points variables pour le niveau 3 avec des points qui se cumulent entre eux.
Pour précision, la liste des thèmes qui sont proposés dans le cadre de cette démarche qualité, elles peuvent concerner la continuité des soins, par exemple l'organisation du cabinet, de réfléchir en aval d'une sortie d'hospitalisation sur la réalisation, sur des situations médico-sociales. Ça peut être aussi sur la collaboration, la coordination des professionnels autour de patients complexes, la délégation, les actions de prévention en l'absence de pathologie. Voilà, on va dire que ça peut être très très large. Et les pièces jointes qui sont attendues, je le précise parce que je pense que ça va avoir son importance, en fonction des différents niveaux attendus en termes de démarche qualité. Les pièces jointes à fournir sont différentes. Sur le niveau 1, ce qui est attendu, c'est vraiment la désignation d'un référent qualité de la démarche, avec état des lieux ou argumentaire du choix ou des thèmes qui vont nécessiter une action d'amélioration. Sur le niveau 2, donc comme je disais, le plan d'action. Et sur le niveau 3, un bilan des résultats de la démarche. Et puis, bien entendu, j'imagine, M. Bouvier ou M. Busson, vous compléterez, mais sur finalement tous les documents qui vont pouvoir à un moment donné attester aussi de la mise en place de cette démarche qualité au sein de la structure. C'est vrai que la démarche qualité, on y travaille depuis 1 an et demi maintenant à la PMSL. Donc, on est plutôt content de pouvoir vous fournir un certain nombre d'éléments tout de suite pour que vous puissiez, en tout cas pour les équipes qui le souhaitent, rentrer très rapidement dans cette démarche qualité. Puisqu'aujourd'hui, on organise et on a organisé et seront organisées prochainement des réunions d'information sur le sujet. On a des MSP en pratique qui se mettent en place et on a notamment un atelier d'écriture où on accompagne les équipes à faire évoluer leur projet de santé. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs outils qui peuvent vous permettre et qui sont en lien avec cette démarche qualité, qui vont être notamment un diagnostic flash qui vise à faire le point sur l'ensemble des thématiques des actions mises en œuvre dans le cadre de la maison de santé, de pouvoir en faire un point et de pouvoir, à partir de là, désigner un référent au sein de la structure pour accompagner toute cette démarche au sein de la structure et de pouvoir établir un plan d'action pour éventuellement améliorer un certain nombre d'actes au sein de son projet de santé. Voilà, donc je pense que ces éléments vont pouvoir vous accompagner dans cette réflexion autour de la démarche qualité qui est attendue aujourd'hui dans le cadre de l'avenant. On va faire une pause question. C'est vrai qu'il est riche, mais oui, cet axe. Il est très riche. Et on arrive au bout de toute façon. Donc, nouvel indicateur. Donc voilà, il nous reste 3 indicateurs sur cette partie qui sont 3 nouveaux indicateurs. Les protocoles nationaux de coopération des soins non programmés, donc toujours en optionnel, avec la valorisation et la mise en œuvre de protocoles nationaux de coopération. Comment dirais-je? Donc, on est sur 100 points fixes par protocole. 6 protocoles peuvent être rémunérés au maximum. Voilà, donc ces protocoles concernent voilà, la prise en charge de la cystite chez la femme, la prise en charge de l'odynophagie, le renouvellement du traitement de la rhinoconjonctivite allergique saisonnière et la prise en charge de la varicelle. Et puis l'idée pour les kinés, voilà, la lombalgie et puis l'entorse de cheville. Donc c'est des protocoles qui sont dits validés par l'HAS. Alors c'est vrai que là il y a d'autres, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il y a d'autres formes qui sont arrivées depuis. Il y a les protocoles locaux. Là, il y a aussi d'autres choses qui arrivent encore. Donc, bon, après, on aura une réunion d'information pour vous éclairer sur toutes ces différentes, tous ces différents protocoles de coopération qui arrivent. Peut-être juste pour préciser quand même que ces protocoles sont des protocoles qui ont été validés, qui ont reçu un avis favorable donc, de la HAS en 2020 déjà, et puis qui ont bénéficié d'une autorisation par arrêté ministériel en mars 2020. Voilà, donc comme le disait Karine, on y reviendra dans le cadre probablement des questions peut-être que vous aurez
à la suite de l'intervention. Et puis, dans le cadre de cette réunion. Donc, juste, dans les outils proposés précédemment, sur la slide précédente, donc il y a une formation donc la faite par Avec Santé qui est en train d'être déposée au DPC donc pour avoir un financement sur la formation. Voilà, puis donc on a parlé de la réunion d'information, c'est le 25 octobre à noter à vos agendas. Nouvel indicateur sur parcours insuffisance cardiaque, indicateur optionnel. Valorisation de la participation de la structure dans le cadre d'un parcours sur l'insuffisance cardiaque. Donc, objectif, c'est de contribuer donc, à la réduction du taux de mortalité, du taux d'hospitalisation et l'amélioration de la qualité de vie de la patientèle d'insuffisance cardiaque. Et effectivement, dans le cadre de ce parcours, un accompagnement sera proposé par l'assurance maladie. Donc, je pense que voilà, vous pourrez nous en dire un petit peu plus. Et donc, c'est un indicateur qui est à 100 points variables pour cet indicateur. Et puis, le dernier nouvel indicateur dans le cadre de cet axe travail en équipe et coordination, la coordination d'un parcours surpoids ou obésité de l'enfant. Donc, il est indiqué que pour pouvoir bénéficier de cet indicateur, la structure doit répondre à la mission de santé publique sur le thème du surpoids et de l'obésité de l'enfant et qu'il s'agira donc de valoriser par cet indicateur les structures qui ont intégré un parcours qui vise à accompagner les enfants en situation de surpoids d'obésité, communes non compliquées ou présentant des facteurs de risque d'obésité tels que définis donc, dans le Code de la santé publique, où là aussi on est sur 100 points fixes. Voilà, je m'arrête là pour l'axe travail en équipe et coordination, effectivement qui est un axe conséquent, très riche, avec des nouveaux indicateurs, des indicateurs revalorisés. Donc voilà, j'imagine que vous avez pas mal de questions sur cet axe, et puis peut-être des précisions à apporter par effectivement nos intervenants ce soir. Des thématiques. Alors, oui, ça a causé. Alors, je reviens sur la partie d'avant. Sur la partie d'avant, il y avait une question sur l'articulation entre CPTS et MSP pour valoriser les plans d'action. Est-ce que ça sera valorisé du coup du côté de la CPTS ou du côté de la MSP? Voilà, M. Busson a répondu, il veut préciser que les deux seront valorisés en fait. Parce qu'il n'est pas demandé la même chose au CPTS qui est de l'organisation du territoire et aux effecteurs que sont les MSP. C'est bien traduit. Exactement ça. Vous avez vu dans le Covid, par exemple, parce que c'est de ça que ça s'inspire quand même. Vous avez eu un rôle particulier. Après, la CPTS, déjà, il y a d'autres acteurs que la MSP. Et puis, il peut y avoir un centre de vaccination. Enfin, il peut y avoir des choses autres. Eux, ils ont un rôle d'organisation sur tout le territoire. Et après, il y a une réponse qui peut être apportée ou pas par la MSP. Hein. Donc, on ne demande pas la même chose à chacun. Et donc, forcément, il y a une valorisation qui est différente. Enfin, le rôle, c'est complémentaire. Alors, c'est vrai que... Oui. Après, je rejoins aussi le commentaire qui est fait. On y verra aussi plus clair avec la trame quand on l'aura. Il y avait une question qui était sur pourquoi s'arrêter au 4e stagiaire. Ça pénalise les maisons de santé qui accueillent de nombreux stagiaires. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'il y a des très grosses équipes qui accueillent 10, 12 stagiaires à l'année qui font cet effort-là. C'est un investissement, l'équipe. Après, pas la réponse. On peut toujours en faire plus, mais on peut rappeler qu'avant l'avenant 1, il me semble qu'on s'arrêtait à 2. Tout à fait. On peut dire que c'est presque doublé, puisque les 3e et 4e ne valent pas la même chose que les 1er et 2e. Mais en même temps, voilà, c'est un enjeu fort, l'arrivée de nouveaux professionnels, l'encadrement des jeunes professionnels pour leur donner envie justement de travailler en exercice coordonné. Et voilà, c'est peut-être que dans l'avenant 2, ce sera le double encore. Hein. Donc, oui, mais bon, s'il faut encore attendre 5 ans, j'avoue que c'est un peu loin. Ouais, je voudrais aussi rappeler un principe. Je voudrais aussi rappeler un principe de la CI. Hein. La CI, c'est, vous savez, les points, c'est pour calculer le budget. Hein. Après, l'utilisation est libre. C'est-à-dire que c'est pas fléché. Hein. Oui, c'est pas. Voilà.
Ça n'empêche pas c'est le principe que certaines maisons investissent plus sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que ça fait partie des sujets très importants. Non, mais en Donc, fait, 4 stagiaires dans l'année, c'est quelque ouais. chose. On arrive vite à 4 stagiaires dans l'année, en fait, puisque déjà, si on a des internes, il y a Non. 2 semestres. Mais j'abonde dans le sens d'Olivier. Au fond, on valorise l'accueil de 4 stagiaires minimum. Après, si vous en accueillez plus, c'est-à-dire que si la MSP fait un effort d'accueillir plus de stagiaires et veut financer l'accueil de davantage de stagiaires, étant donné qu'il n'y a pas de fléchage des fonds. Oui, ça, on est d'accord, il n'y a pas de fléchage des fonds. Vous pouvez très bien utiliser l'argent qui est dévolu à toute autre chose que l'accueil de stagiaires pour effectivement soutenir financièrement ce travail d'accueil de stagiaires qui est particulièrement développé dans tel ou tel MSP. Mais tout comme, à contrario, on va retrouver des MSP qui, pour des raisons tout à fait valables, vont accueillir moins de 4 stagiaires par an. Bon. Et par contre, se concentrer davantage sur, je ne sais pas moi, les parcours, les protocoles. C'est en cela, je rappelle ce que je dis tout à l'heure, qu'il faut vraiment prendre cet avenant, mais l'ACI dans sa globalité comme une boîte à outils dans laquelle la MSP vient piocher en fonction de ses centres d'intérêt et des enjeux sur son territoire pour sa patientèle. Bon, on peut espérer que pour l'avenant 2, ça peut être un critère qui soit calé aussi à la taille de l'équipe, qui soit proratisé à la taille de l'équipe. C'est aussi ça, peut-être, à mettre en avant. D'ailleurs, je rappelle que c'est tout l'intérêt d'avoir une négociation conventionnelle plutôt qu'un texte de loi, parce qu'un texte de loi, il s'impose. C'est le ministère qui souverainement décide de ce qu'il met dans le texte. Alors, bien évidemment, des débats à l'Assemblée, mais on n'y participe pas, ni vous ni nous. Là où, dans un dispositif conventionnel tel qu'il s'organise aujourd'hui, il y a une discussion entre les représentants des professionnels de santé, l'assurance maladie, et c'est une discussion dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a signé l'avenant numéro 1, effectivement, comme vous l'avez souligné. Pourquoi pas, dans le cadre de l'avenant numéro 2, rediscuter d'une meilleure valorisation des stages. Alors, je change totalement de sujet. Il y avait une question sur une équipe qui a une IPA qui débute la formation et du coup qui se demande quand elle sera réellement prise en compte pour l'ACI. Est-ce que ça sera au prorata par rapport à la date de validation de son diplôme ou l'année suivante, etc. Non, il n'y a pas de proratisation. C'est l'avantage aussi de cet avenant. Il n'y a pas de proratisation. C'est-à-dire que si vous avez déclenché je dirais, un dispositif d'accueil d'une IPA d'ici le 31-12 et que vous satisfaisez aux critères qui sont fixés dans l'avenant 1, vous toucherez en 2023 la somme qui vous revient en intégralité, sans proratisation. Il ne faut pas hésiter aussi à poser vos questions individuelles aux caisses primaires qui sauront vous répondre sur tous les cas individuels que vous pouvez avoir. Oui, alors c'est vrai que habituellement. On voulait l'aborder en conclusion, mais on peut l'aborder maintenant. Le webinaire de ce soir sera suivi d'un webinaire organisé par les experts de la convention des CEPAM, qui vous sera proposé, je pense, courant octobre, où là, vous pourrez vraiment rentrer dans le détail. Et puis, ce sera suivi derrière de visites, de rencontres avec votre référent MSP, que vous connaissez bien maintenant. Et là, vous pourrez poser, y compris des questions qui renvoient à votre situation individuelle. Et à ces 2 occasions, que ce soit le webinaire qui concernera tout le monde ou cette rencontre individuelle, vous pourrez vraiment poser des questions extrêmement pointues et vous aurez en face de vous des personnes normalement en capacité d'y répondre. D'ici l'arrivée du webinaire de la Caisse, du coup, ils seront très affûtés et les questions seront sûrement, du coup, très, très pointues. Oui, c'était l'objet aussi, je pense, du webinaire ce soir. C'est-à-dire que oui. Je pense que vous allez aussi digérer cette information très dense, en rediscuter en équipe, préparer vos questions et d'ici là, effectivement, nous-mêmes, on aura peut-être pu recueillir un certain nombre de précisions de la Caisse nationale. On le voit sur, par exemple, la mission crise sanitaire, sur les SNP ou d'autres sujets. Et donc, au fur et à mesure, et d'ici la fin de l'année, pourra apporter
des réponses extrêmement précises à vos questions tout aussi précises. Et puis, on ne manquera pas de vous refaire remonter, nous, toutes les questions qui nous arrivent, de façon à ce que vous puissiez avoir les réponses les plus précises possibles au moment venu. Ah, on a perdu monsieur. Ah non, c'est bon. Non. Alors après, nous avons une série de questions par rapport à la qualité. Mhm. Je trouve. Il avait d'abord été demandé quel justificatif il faudra fournir dans le cadre de l'accord ACI pour répondre à l'indicateur démarche qualité. Morgane a déjà un petit peu répondu du coup, dans le fil de la discussion à l'oral sur les justificatifs. Monsieur Busson précisait tout document qui permet d'attester. Hein. C'est le texte. Voilà. Donc après, on est sur des fiches actions, des choses comme ça. Quoi. Ce n'est pas une certification, hein, j'ai vu les échanges dans le fil de discussion, voilà. parce que je sais que c'est une grande crainte pour avoir eu des échanges ici, notamment avec vos coordonnateurs. On n'est pas dans la logique d'établissement, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Hein. Et puis en plus, et de façon générale, hein, pour revenir sur les propos sur la CI, hein, on valorise, enfin, c'est des nouvelles valorisations de choses qui existent dans certaines maisons. Hein. Et donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui existe dans les établissements. C'est pas du tout l'esprit, quoi. D'ailleurs, sans être dans le secret des négociations, je pense qu'un certain nombre de sujets ont été choisis et retenus par les partenaires conventionnels, y compris en s'appuyant sur l'expérience des MSP, en s'appuyant sur ce qui existe sur le terrain. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'effectivement, c'est aussi, nous, beaucoup de remontées qu'on a aujourd'hui d'équipe face à cet indicateur. Inquiets sur le fait qu'on puisse effectivement aller vers une certification, une labellisation des projets de maison de santé. Donc, je pense que c'est important de le repréciser ce soir, effectivement. Et les représentants syndicaux des différentes professions, ils veillent. Hein. C'est pas des sujets qui effraient. Donc, c'est pas pour demain ni après-demain ce que j'ai écrit dans la discussion. D'accord. Donc, c'est effectivement ce qu'il y avait dans le fil de la discussion. Ensuite, il y avait au passage, peut-être que je peux apporter quelques précisions sur cette démarche dite qualité. Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'applique qu'aux entreprises, au fond. La démarche qualité s'applique à toute structure, quelle qu'elle soit privée, publique, à but lucratif, non lucratif, associative et autres, qui rend un service à des clients, entre guillemets, au sens très très large du terme, hein, au sens non commercial. Parce que nous-mêmes, l'assurance maladie, on n'est pas une entreprise privée, on ne vend rien, on fait commerce de rien, et pourtant on applique, et ça nous est extrêmement utile, pour des démarches qualité pour améliorer le service rendu aux usagers. Le point de vigilance sur les démarches qualité, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail, peut-être que ça fera l'objet d'ateliers organisés par la PMSL, c'est qu'il ne faut pas que la démarche en elle-même, la documentation que vous allez élaborer se substitue aux finalités. La finalité d'une démarche qualité, c'est d'améliorer le service rendu aux usagers que vous servez. On reste toujours sur nos objectifs de terrain. Enfin voilà, on identifie nos besoins et on est là pour répondre. Voilà, l'idée c'est pas de faire un dossier pour un dossier, quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vraiment que ce soit inscrit dans vos organisations et que ça serve pour des équipes qui souhaitent vraiment se pencher. C'est quelque chose d'optionnel. D'ailleurs, on peut faire un lien entre cette démarche qualité et l'implication des usagers. C'est-à-dire qu'en impliquant les usagers, vous allez recueillir de la matière sur ce qui, du point de vue des usagers, peut dysfonctionner. Parce qu'aucune organisation n'est parfaite. Il y a toujours des moyens de s'améliorer. Et les usagers vont vous dire, là-dessus, peut-être que le service rendu pourrait être amélioré. Et vous allez partir de cette matière-là pour vous dire collectivement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans le service que l'on rend à nos usagers. Donc, cette réflexion, du coup, alimente en même temps 2 indicateurs. Exactement. Moi, je les aborderai un peu ensemble, les deux. Hein. Même si ce n'est pas complètement lié, hein, il y a quand même des liens entre les deux. Hein. Oui, c'est une thématique qui peut se relier. Il y a d'autres thématiques comme ça qu'on peut relier, mais tout à fait. Et protocole et parcours, quand même.
protocole et parcours, souvent on peut les relier. Exactement, là aussi. Sur les protocoles de soins, et oui. si on l'étend avec nos relations avec l'extérieur, les hôpitaux, etc., on arrive sur un parcours. On le voit bien comme ça. Et de la même façon, sur la question de la démarche qualité, c'est pour ça que je le raccrochais aussi à cette réflexion qu'on a eue depuis quelques années sur comment on accompagne les équipes à faire évoluer leur projet de santé, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on commence à s'interroger en équipe sur la façon dont on a travaillé ces dernières années, sur comment est-ce qu'on souhaite travailler demain, nécessairement, ça fait le lien avec ces attendus en termes de démarche qualité, puisque ça permet aussi d'être dans une amélioration continue, et on voit bien les liens qui peuvent être faits. C'est pour ça qu'on l'a rapproché aussi nous, sur cet item-là, qui est au-delà des indicateurs de l'ACI, mais qui font bien aussi partie de la vie d'une maison de santé, puisqu'on sait que la vie de la maison de santé se limite pas stricto sensu aux indicateurs de l'ACI, mais sont aussi plus larges. Voilà. Alors, j'ai plein de questions, des questions, des remarques. Alors, une question sur les protocoles. Alors, on dit, est-ce que tous les ans, il faut de nouveaux protocoles, ou est-ce que lorsque les 6 protocoles, donc les protocoles de coopération, je suppose, ont été mis en place, est-ce qu'il y a le financement qui revient tous les ans? Voilà. Alors, pour moi, c'est peut-être Olivier prendre la parole. Là, il est valorisé tous les ans. Je pense qu'il est valorisé tous les ans. C'est pas formulé de façon à ce que ça soit valorisé qu'une fois. Après, toute la difficulté, là, c'est qu'au moment où le texte est sorti, les autres protocoles, comme les protocoles locaux, n'étaient pas encore d'actualité. Donc, c'est un peu ça la difficulté là aujourd'hui. C'est pour ça, sans doute, qu'on aura vraiment besoin de la réponse très pointue de l'assurance maladie et de leur expertise sur ces questions-là. Parce que voilà, il y a des choses nouvelles qui se rajoutent, comme notamment ces protocoles aussi de coopération maintenant qui sont ouverts plus largement au niveau des CPTS, mais il y a une évaluation qui doit être faite à la fin du mois. Donc en fait, c'est que l'actualité, le fil d'actualité, s'enrichit, et le texte, lui, il est figé pour 5 ans. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc, il faut voir comment ça va s'articuler. Donc là, il y a encore des questions. Dans les autres questions, mais il faudra peut-être des précisions. Quelqu'un disait que dans le 49, ce parcours n'est pas du tout mis en place. Je ne sais pas à quel parcours ça faisait référence. Le parcours insuffisance cardiaque, mais le parcours, il est créé par la maison de santé pour moi. Ce n'est pas un parcours qui arrive ex nihilo. Parce que quand on parle d'un accompagnement par l'assurance maladie, ça c'est vrai que c'est l'assurance maladie s'est saisie de ces questions-là parce que c'est un axe fort qui est qui va être mis en valeur par l'assurance maladie. Il y a un enjeu de santé publique important derrière ça. Donc les médecins conseils vont rencontrer les équipes pour voir comment ils peuvent les aider sur cette thématique particulièrement. Malgré tout, chaque maison de santé peut avoir écrit peut-être un protocole qui se transforme en parcours sur la thématique de l'insuffisance cardiaque. Et du coup, pour rester sur cette idée-là, quelqu'un demande si l'APMSL a des exemples de parcours mis en place par les MSP. Alors, ça fait partie, pas encore, mais ça fait partie des objectifs, justement, de pouvoir avoir des retours d'expérience pour pouvoir en faire bénéficier largement les autres maisons de santé qui souhaiteraient s'inscrire dans ces parcours. Donc, n'hésitez pas, ça fait vraiment partie des axes qu'on souhaiterait développer et vous mettre à disposition, notamment dans le cadre de la boîte à outils. Et les MSP sont un des maillons du parcours, et c'est vrai qu'il y a aussi des CPTS qui commencent à investir le sujet. Donc c'est vrai que ça se construit en ce moment, et il y a un accompagnement qui est proposé par l'assurance maladie sur ces sujets-là, qui sont portés par les pouvoirs publics en ce moment, si vous écoutez un peu la presse. Les maisons de santé sont un des effecteurs dans le parcours qui peut être éventuellement organisé au niveau de la CPTS, parfois qui est organisé déjà au niveau de la maison de santé. Tout ça, ça peut s'articuler ensemble de façon à ce que le patient il soit le mieux orienté possible dans son parcours de soins. Et ça mérite un échange spécifique parce qu'il y a dans le parcours, il y a des moments un peu critiques
comparément à la sortie de l'hospitalisation du patient. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, hein. Et on met à disposition notamment un protocole, c'est juste un modèle de ces différents sujets, hein, qui peuvent être repris et retravaillés par les MSP. Après, je pense aussi que Oui. l'intérêt d'avoir aussi votre accompagnement, c'est sans doute d'avoir aussi des chiffres qui se réfèrent à chaque territoire. Donc, Oui. il y a peut-être aussi des spécificités Oui. d'une maison de santé à une autre. Donc, voilà. Ouais, on a des chiffres par territoire, hein, qu'on peut donner, hein, pour voir un petit peu comment on se situe déjà sur les patients, quelle prise en charge ils ont sur le territoire. Ça permet de réfléchir aussi et se comparer aux voisins. C'est des éléments qui peuvent être intéressants dans la réflexion. Voir sur quoi il faut aller plus que autre chose, hein. Donc c'est des éléments qu'on peut vous fournir. Ça existe soit au niveau du territoire, donc c'est plutôt fait pour les CPTS, mais ça vous concerne aussi, parce que là on est en réserve de population, hein, et je crois qu'on peut faire aussi un profil sur les patients de la MSP. Du coup, ça réduit un peu le champ, mais J'ajouterais que ces approches par parcours de soins ont vocation à se développer dans les prochaines années. Donc là, on est parti sur l'insuffisance cardiaque parce qu'il y a de forts enjeux de santé publique et d'amélioration du parcours pour les personnes qui sont concernées par ce problème de santé. Mais je trouve que ces approches sont intéressantes parce qu'on change de focale sur les problèmes de santé. En fait, ça, on le vit au quotidien, hein. Voilà, Nous-mêmes, voilà, on se exactement. rend compte, on construit des filières avec nos partenaires, qu'ils soient hospitaliers ou des libéraux du second recours. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses que l'on vit, dont on a besoin. Et déjà, on écrit ces choses-là. C'est quelque chose déjà dont on s'est saisi. Donc, c'est très bien que ça soit valorisé maintenant, notamment sur l'insuffisance cardiaque. Peut-être sur d'autres thématiques, mais bon, on verra sur l'avenant 2 dans 5 ans, mais à moins qu'il y ait des négociations plus tôt. Mais effectivement, c'est très intéressant de travailler sous ces formes-là. Il est certain que parce que vous êtes des équipes pluriprofessionnelles, vous avez sans doute les uns les autres des prédispositions à avoir ce type de regard sur les problèmes de santé. Tout à fait. Et donc là, il faut considérer effectivement, mais Olivier le soulignait, que l'avenant conventionnel, comme sur d'autres missions, vient reconnaître cette spécificité du travail que vous incarnez au sein de vos maisons de santé. Après, c'est que 100 points variables, hein, je vous dirais. Oui, mais c'est le début. Enfin, encore une fois, on part, voyons d'où on part aussi. Voyons d'où on part aussi et voyons aussi d'où part notre système de santé. On ne peut pas dire que, historiquement, le système de santé se soit approprié les problèmes de santé selon cette logique de parcours. Enfin, on est quand même nombreux à souligner depuis très très longtemps qu'on a une vision extrêmement parcellaire, découpée des problèmes de santé, quoi. Et d'ailleurs, les difficultés historiques des liens entre l'hôpital et la ville en témoignent. Très bien. Pour rester justement sur cette idée de parcours, il y avait une question un peu plus spécifique qui demandait si le projet Mission Retrouve ton cap, qui est donc sur l'obésité infantile, peut-il être valorisé dans cet indicateur optionnel, dans l'indicateur donc obésité? Et c'est un exemple en fait. Oui, et je compléterai la question, puisque la question nous a déjà été posée, à savoir est-ce que ça peut y répondre, mais au-delà de Retrouve ton cap, est-ce que si on fait appel à d'autres partenaires sur le territoire, est-ce que ça peut être valorisé dans le cadre de ce parcours ou uniquement Retrouve ton cap? j'avoue, je ne connais pas la réponse. Moi, j'ai la réponse. Oui. Parce que je relis le préambule. Et je me dis qu'il y a. Ben non, c'est ça. Enfin, Retrouve ton cap, c'est un exemple de choses qui peuvent être. Oui. En relisant le préambule et aussi l'article 6 de l'avenant 1, voilà, la structure doit répondre à la mission de santé publique sur le thème du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Il s'agit de valoriser par cet indicateur les structures intégrées dans un parcours visant à accompagner les enfants en situation de surpoids, d'obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque. Donc après, le parcours en lui-même n'est pas fléché. Donc, imaginons qu'une équipe ait déjà travaillé sur cette question-là et déjà mis en place un parcours depuis 1 an, 2 ans avec du repérage,
de l'éducation, de l'orientation vers ils ont créé leur propre filière. Je me dis que ça peut correspondre à ce critère. Ouais. Les CEPAM pourront vous répondre à ça parce qu'ils maîtrisent très, très bien le sujet. D'ailleurs, il y a eu un webinaire spécifique qui a été organisé et parce qu'il y a une valorisation comme spécifique sur le Retrouve ton cap. Et après, il y a peut-être des choses à côté aussi, mais comme ça, moi, c'est un peu trop technique pour que je puisse vous répondre. Mais honnêtement, c'est une réponse qui, pour les personnes des classes primaires, n'est pas très difficile à mon avis. Il y avait une remarque sur le fait que, en plus de valoriser, je reviens sur les stagiaires, en plus effectivement de peut-être prendre en compte la taille de la structure, il serait peut-être intéressant aussi à terme prendre aussi la diversité des stagiaires accueillis donc par collège de profession par exemple. Donc ça sera aussi à rediscuter dans un deuxième temps. Alors, il y avait une question sur les démarches. Est-ce qu'on peut utiliser les démarches sur la démarche qualité, par exemple, des démarches, comment initier les années précédentes qui sont déjà en cours? C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de maisons de santé qui ont déjà mis en place des démarches qualité, des analyses de ce qu'ils font et des axes d'amélioration. Donc voilà, est-ce que c'est pas quelque chose ça peut être quelque chose qui est déjà entamé depuis 1 an ou 2 ans d'avoir amélioré un axe? Probablement. Quelqu'un a demandé si le référent qualité peut être le coordinateur. Mais là, vous avez répondu dans le fil de discussion, oui. Ça, il n'y a pas de chose particulière. Protocole de sortie d'hospitalisation dont parle M. Busson. Non, le protocole tout court sur l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'il y a des points critiques, dont la sortie d'hospital. D'accord, donc c'est plutôt insuffisance cardiaque. C'est parti un petit peu du PAC, c'est-à-dire que si vous êtes rencontré par les personnes de l'assurance maladie, on peut vous fournir un protocole type qui permet de voir un petit peu ces différents points critiques qui aident à la réflexion, tout comme ce qui a été évoqué tout à l'heure là sur les profils du territoire. Alors c'est vrai que il faut un minimum de patients pour avoir des statistiques fiables. Et donc c'est vrai que au sein d'un quartier, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à la question qui m'était posée. Plus des questions techniques aussi de repérage. Donc ces questions, on peut donner tous ces éléments-là dans des rencontres qu'on a avec vous. Bien, on n'a pas le cahier des charges de garde ton cap. Retrouve ton cap. Retrouve ton cap, pardon. Donc, il n'est pas encore, pourtant il est. Non, c'est assez incompréhensible, mais il n'est toujours pas publié par le ministère pour une raison que je ne connais pas. Ce qui est assez curieux, mais bon. D'accord. Après, pour avoir répondu à cette question par ailleurs, ça ne veut pas dire c'est quelque chose qui est ouvert. C'est vrai qu'il y avait une date assez courte qui a été donnée pour créer un effet d'offre, pour qu'il y ait suffisamment de MSP qui s'engagent et que du coup, il y a une offre globale et qu'on puisse démarrer le projet qui a bien marché. C'est quelque chose qui a été expérimenté par des MSP, donc il a bien fonctionné. Et donc là, ça a été élargi à tous. Donc c'est vrai qu'il y avait une première date pour créer un effet volume. Et après, c'est vrai que c'est ouvert encore après à tous de pouvoir offrir cette mission. Après, c'est vrai que ce serait mieux d'avoir le cahier des charges. Ça, je suis bien d'accord. C'est assez curieux que ça arrive après. Oui, il y avait quand même, je reviens en arrière, des remarques sur la difficulté de mettre en place la démarche qualité, parce qu'on n'est pas des entreprises, mais vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu. Voilà, la peur que ça fasse fuir un peu les professionnels de santé qui ont déjà beaucoup de travail et qui, voilà, mais. Alors, c'est pour ça que, voilà, on vous a aussi redit ce qu'on pouvait vous proposer au sein de l'association. Et il y a des choses qui existent déjà. Le diagnostic qu'on appelle le diagnostic flash, c'est quelque chose d'assez simple pour voir où on en est aujourd'hui.
très simplement, ça peut mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on a identifié comme problématique. L'idée, c'est pas d'améliorer tout d'un coup, c'est de faire un projet, enfin voilà, on fait les choses, oui, petit à petit, pas à pas, et c'est pas de mettre l'équipe en difficulté, au contraire. Ouais, et puis je répète, hein, c'est vrai que le terme est très effrayant, hein, démarche qualité, hein, mais c'est beaucoup plus simple que ça, et c'est une valorisation de choses que beaucoup font déjà, hein. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans les intervenants. Donc ouais, c'est moins effrayant que ça le paraît. Et je pense pas que ça préfigure dans un avenir très proche autre chose, hein. Je sais que c'est Je crois effrayant. qu'on va couper dans 1 minute. Oui, alors heureusement, normalement, Il y a eu la une vidéo petite alerte là sur mon écran. Oui, d'accord. Bon, de toute façon, je pense que là, on a fait donc le diaporama sera-t-il disponible sur le site de la PMSL? Oui, bien entendu, puisque l'idée étant, comme je disais, que vous puissiez aussi vous resservir de ces éléments, si toutefois vous souhaitiez le présenter en équipe. Quelques éléments rapides, peut-être avant la fin de l'intervention. Effectivement, bon, système d'information, on n'y revient pas, il n'y a pas eu d'évolution sur cet axe-là. Donc, toujours les 2 niveaux, système d'information de niveau standard et niveau avancé. Ce qu'on va faire, parce qu'on voit bien que là, on n'a plus le temps d'aller là-dessus, mais on voulait vous partager un tableau qui a été initié par, comme je le disais, la Fédération des Hauts-de-France, pour pouvoir commencer à imaginer quels pourraient être les leviers, les questions qui restent en suspens et les freins que les équipes peuvent avoir sur les différents indicateurs, donc nouveaux ou revalorisés. Peut-être ce qu'on peut vous proposer ce soir, c'est de vous le transmettre à vous tous qui avez participé ce soir à cette réunion, pour pouvoir continuer de l'alimenter et de pouvoir ensuite le collecter, voilà, vraiment vos interrogations qui pourraient rester là à l'issue de cette rencontre, toutes les questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pu répondre aujourd'hui. Et puis, comme le disaient Monsieur Bouvier et Monsieur Busson, de pouvoir avoir cette analyse aussi pour qu'ils puissent avoir des éléments pour pouvoir vous répondre au mieux lors du webinaire qu'ils organiseront au mois d'octobre. Donc voilà, peut-être ça va être la proposition de ce soir, puisque le tableau, vous voyez, reprend en fait les différents indicateurs qui vous ont été présentés ce soir, avec les questions, les interrogations qui ont été collectées lors de ce premier webinaire réalisé par les Hauts-de-France. Donc, on vous transmettra l'ensemble. Comme je le disais, la réunion d'information, de toute façon, a été enregistrée. Elle sera disponible sur le site de la PMSL, normalement, dans les tout prochains jours. Et puis, on vous enverra par mail l'ensemble de ces éléments, y compris le tableau, pour que vous puissiez nous faire des remontées, puisque c'est aussi par la collecte de vos retours qu'on va pouvoir avoir une réponse la plus précise possible, et notamment dans le cadre de ce qui sera proposé par la CEPAM. Et nous, on est très intéressés via la PMSL à connaître les freins leviers que vous rencontrez au niveau de vos MSP, hein. Alors, bien sûr, les questions, on les prend aussi, et via les CEPAM, on y répondra. Mais de façon générale, hein, parce que l'accord ACI, il reste relativement récent, hein. C'est 2017, ça a été dit tout à l'heure, hein. Même s'il y avait des choses qui existent, des financements qui existaient avant. Donc ça continue à évoluer, et cette réflexion-là, nous aussi, au niveau régional, c'est quelque chose qui nous importe. On est d'ailleurs plus à l'aise que pour répondre aux questions individuelles très, très techniques, hein. C'est aussi notre rôle de représenter les équipes et de vous faire remonter les questions, des fois de donner aussi resynthétiser, analyser, essayer de compléter les questions déjà posées, de façon à obtenir des réponses les plus pointues possibles, et à satisfaire nos adhérents. Voilà. Et l'évolution de la CI, ça, c'est un sujet aussi. Enfin, là, c'est vrai qu'on a eu une fenêtre avec l'avenant 1. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera l'avenant 2. C'est vrai que j'espère qu'on n'attendra pas encore 5 ans, parce que là, ça nous a quand même semblé très, très long pour avoir enfin cet avenant. Il y a beaucoup de monde autour de la table aussi. Oui, et on n'y est pas. C'est aussi ça la C'est vrai. problématique. C'est vrai pour les CPTS aussi, d'ailleurs. Tout à fait.
Peut-être en conclusion très rapide, un petit rappel donc, de l'agenda à venir, puisque c'est aussi par l'ensemble de ces actions que la PMSL vous accompagne au quotidien, avec, donc, comme je disais, un atelier d'écriture autour du projet de prévention qui débutera en 2022. N'hésitez pas, si vous souhaitez y participer. Des réunions d'information à venir, notamment sur les enjeux de la santé environnementale, donc le 6 octobre, et sur l'éducation thérapeutique du patient le 13 octobre. Le cycle d'information santé mentale et périnatalité le 11 octobre. La 12e rencontre des coordinateurs. N'hésitez pas à vous inscrire pour les coordinateurs. Je vous vois nombreux ce soir. Donc, je sais que certains participent et ne se sont pas encore inscrits. Donc, je vous invite à le faire dans les prochains jours. Et puis, justement, deux représentants de la MSP de l'ANEX ce soir, donc, qui vous accueilleront le 25 octobre prochain pour notre action à la rencontre d'une équipe, pour pouvoir justement vous parler de leur projet, vous montrer où ils exercent et voilà, pouvoir échanger avec vous. Une réunion d'information donc sur les protocoles le 25 octobre, la réunion d'information sur l'application des usagers et le cadre, donc la première, comme je vous le disais tout à l'heure, des deux rencontres le 29 novembre. Toujours sur le cycle d'information santé mentale, là on sera plutôt sur la thématique de l'enfance le 1er décembre à Angers. Et sur l'adolescence, là aussi le 1er décembre, donc le matin enfance, l'après-midi adolescence. Et puis vraiment à noter dans vos agendas, on vous invite vraiment à venir participer avec nous les 17 et 18 mars prochains à Saint-Malo. C'est pas loin. C'est pas loin, Voilà. aux Journées nationales d'Avec Santé qui voilà, vous apporteront plein d'éléments, plein d'outils, plein de bonnes idées pour voilà, repartir, rebooster dans vos maisons de santé. Donc voilà, n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes avec, voilà, me semble-t-il, des tarifs préférentiels pour y aller en équipe jusqu'à décembre. Voilà pour ce petit tour d'agenda, à retrouver bien entendu sur le site de la PMSL. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Et puis voilà, continuez à alimenter le fil des questions de façon à ce qu'on puisse vous apporter les réponses les plus appropriées. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis merci à Monsieur Busson, Monsieur Bouvier. Monsieur Bouvier nous a peut-être déjà quittés. Au revoir.